donc c'est le tétralyre. Et donc on aurait voulu savoir que vous nous rappeliez quel était le statut du tétralyre. Alors, le tétralyre, c'est une espèce qui fait partie de la famille des galliformes, donc des galliformes de montagne. On a d'autres espèces dans les galliformes de montagne qui sont caractéristiques des milieux montagnards. C'est le lagopède alpin qui vit à très haute altitude, qu'on appelle aussi la perdrix blanche, qui devient blanc en hiver. Et on a une autre espèce en forêt qu'on trouve dans la vallée des Aravis, qui est la gelinotte des bois. Donc ces trois espèces-là. On a aussi la perdrix bartabelle, qui est un galliforme qu'on trouve lui davantage sur les faces sud. C'est une perdrix plutôt inféodée aux montagnes pyrénéennes, aux montagnes méditerranéennes, donc qui aime plutôt les versants sud. Voilà, c'est les quatre espèces de galliformes qu'on trouve dans les Aravis. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tétralyre et le lagopède, c'est des espèces qu'on appelle reliques glaciaires. Donc c'est des espèces qui sont plutôt inféodées au milieu reliques glaciaires, donc des espèces qui sont arrivées avec les dernières glaciations. Et quand les glaces se sont retirées, eh bien, c'est des espèces qui ont trouvé refuge en altitude pour pouvoir retrouver leur niche écologique et leur habitat de prédilection. Donc le tétralyre, quel statut il a en Haute-Savoie? Donc en Haute-Savoie comme en France, c'est une espèce chassable, c'est-à-dire que c'est une espèce qui peut être chassée et qui est chassée. Par contre, la particularité de cette espèce, c'est que seul le coq, c'est-à-dire le mâle, est chassable. C'est une espèce qu'on définit comme chassable, par contre on a le droit de chasser que les mâles. Les femelles sont protégées. Donc ça c'est le premier point. Il faut savoir que la chasse de cette espèce est une chasse très encadrée, puisque chaque année, les territoires où il y a du tétralyre, il y a un nombre d'oiseaux qui est attribué aux sociétés de chasse. Donc la société de la Clusa, par exemple, pour prendre un exemple qui vous concerne, eh bien chaque année, ils vont avoir un nombre d'oiseaux à tirer qui va varier entre un oiseau et 4 oiseaux en fonction. Qu'est-ce qui va faire varier ce nombre d'oiseaux attribués? Eh bien, ça va être fonction des différents comptages qu'on réalise. Donc, nous, en tant que techniciens de la Fédération des chasseurs, on réalise des comptages et en fonction des comptages de printemps qui nous permettent de suivre les effectifs de coqs chanteurs, donc les mâles qui chantent sur les places de chant, en fonction de cet indice-là et d'un autre comptage qu'on fait en été qui est l'évaluation de la réussite de la reproduction, eh bien, en fonction de ces deux paramètres, on va avoir des attributions qui vont être soit proches de 0, c'est-à-dire pas de chasse, soit jusqu'à un maximum de 4 ou 5 oiseaux. Donc on voit que c'est une chasse qui est relativement limitée. Mais c'est une espèce chassable. Il y a encore en Haute-Savoie des adeptes de cette chasse, des gens qui sont passionnés par ces oiseaux, mais c'est une chasse qui est très encadrée, puisque les gens ne peuvent pas partir à la chasse et tirer tous les oiseaux qu'ils voient. C'est vraiment encadré par des mesures réglementaires très fortes. Alors ça c'est pour le statut, et la question que vous me posiez tout à l'heure, c'est où en est la population? Est-ce que la population est plutôt en bonne santé ou pas? Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, c'est une espèce dont les effectifs, c'est, on va dire, 40 dernières années, les effectifs ont globalement fortement diminué. Cette diminution des effectifs, elle est due essentiellement à plusieurs problèmes, mais deux problèmes principaux qui sont, un, la baisse de la qualité de son habitat de prédilection, son habitat notamment de reproduction, donc une perte d'habitat qui fait que les effectifs ont diminué parce qu'il n'y a plus l'habitat favorable comme il y avait avant. On y reviendra après sur cet habitat favorable. Et la deuxième raison, c'est le problème justement du dérangement hivernal, qui aujourd'hui est clairement identifié, notamment le dérangement hivernal lié à la pratique du ski hors piste, lié au développement hallucinant de la raquette à neige et du ski de randonnée. Donc ça, on va dire, c'est les deux facteurs importants qui limitent les populations de tétralyres. Globalement, depuis, on va dire, une dizaine d'années, à l'échelle des Alpes, les effectifs de tétralyres sont plutôt stables, c'est-à-dire qu'après avoir subi une très forte diminution, on peut dire qu'aujourd'hui, les populations sont plutôt stables. Et donc, tout à l'heure, vous nous parliez des barrières. Est-ce que d'autres moyens sont mis en place pour protéger ces espèces? Je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, on met en place des barrières, on commence à mettre en place des zones de mise en défense pour limiter le dérangement lié aux pratiques, notamment du ski.
Alors par rapport à la diminution de la qualité de son habitat, qui est de loin le problème le plus important, le tétralyre, c'est une espèce qui est inféodée à ce qu'on appelle la zone de combat. Donc la zone de combat, c'est la limite supérieure de la forêt, au moment où la limite de la forêt est de l'alpage. Donc ça, c'est vraiment l'habitat caractéristique du tétralyre, un habitat qui normalement devrait être pâturé en été, puisqu'on est dans la zone d'alpage. Donc ces milieux-là sont entretenus par les agriculteurs et par les vaches, notamment les vaches ici dans la vallée des Aravis, qui pâturent ces zones-là. Et en pâturant ces zones-là, ça maintient des zones ouvertes et surtout des zones en mosaïque, avec de la lande myrtille, avec du rhododendron, avec des arcos, avec quelques sapins isolés et avec la bordure forestière. Ces zones de lisière et en mosaïque sont des zones particulièrement favorables pour l'installation des nids. Quand les poules installent leurs nids, eh bien, elles vont choisir ces zones-là parce que ces zones de lisière sont des zones très riches pour les insectes. Et comme les poussins de tétralyre se nourrissent exclusivement d'insectes pendant les premières semaines de vie, eh bien, les poules vont installer leurs nids dans ces zones-là. Avec la diminution de la pression agricole en montagne et avec la désertification agricole, eh bien, ces milieux-là ont énormément diminué en termes de surface depuis une trentaine d'années. Et donc, la désertification agricole en montagne, la banalisation des milieux, puisque vous enlevez les agriculteurs dans les alpages, c'est la forêt qui prend le dessus, eh bien, cette diminution d'habitat va faire que les populations de tétralyre ont assez fortement diminué. Donc par rapport à ça, encore une fois, il y a des actions qui sont conduites par la Fédération des chasseurs, mais également en partenariat avec de nombreux acteurs, et notamment avec les agriculteurs, avec les communes, avec certaines communautés de communes. Aujourd'hui, on a par exemple le dispositif Natura 2000 dans la vallée des Aravis. Eh bien, autour de dispositifs comme Natura 2000, tous les acteurs autour de la table mettent en place des actions pour essayer de réhabiliter ces alpages en voie d'embroussaillement par de la réouverture de milieux, soit mécanique, soit par des travaux, et toujours en partenariat avec le milieu agricole.